Avant qu'il y ait la pizza à croûte torsadée au fromage, c'est fou tout ce qu'on inventait pour rester dehors. Souper! Faut juste que je grogne dans l'arbre! Faut juste que je gonfle mon dino! Un tour de bloc, puis j'arrive! Mais on reste jamais dehors quand maman nous sert ça. Parce que prendre la croûte puis la tremper, c'est aussi amusant que jouer dehors. Pizza Hut, une nouvelle pizza croûte torsadée au fromage. C'est une baguette tendre au fromage marbré cuite directement sur la croûte avec une sauce à trempette gratuite. C'est une super croûte à tremper. Il y en a pour tout le monde. 310, 10, 10. Pizza Hut, on s'en donne à cœur joie. Voici les nouvelles serviettes humides Kleenex. De grandes feuilles résistantes, semblables à du tissu, à l'épreuve des situations les plus collantes. Heureusement, il y a la solidarité masculine. Heureusement, il y a la marque Kleenex. Le zoo de Saint-Édouard, l'évasion familiale à 30 minutes de Trois-Rivières. Le zoo de Saint-Édouard, c'est plus de 85 variétés d'animaux, une aire de pique-nique et de jeux, une barboteuse et jeux d'eau pour enfants et un mini-train en circuit fermé. Le zoo de Saint-Édouard, sortie Louisville de l'autoroute 40. Êtes-vous du style action? Showtime! Et maintenant? Claude Pourrion, on saura donc demain si les parents de Kurt Lauder qui sont accusés de complicité après le fait seront libérés en attendant leur procès. Et ce ne sera pas une décision facile pour le juge de la Cour supérieure qui a entendu aujourd'hui la preuve qui a été présentée par la procureure de la Couronne, entre autres par un des enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Compte tenu qu'il y a une ordonnance de non-publication, on ne peut pas rentrer trop dans les détails, sauf que je peux vous dire, moi j'ai assisté une partie de l'après-midi en chambre 401 à la preuve, et on se rend compte d'une chose, Pierre, que ce dossier-là a été un dossier primordial pour les membres des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. J'en ai vu quelques dossiers, j'en ai vu quelques enquêtes au niveau des policiers, mais il semble bien, d'après ce qu'on a entendu aujourd'hui, que ce dossier a été bien travaillé par les enquêteurs. On parle d'une vingtaine d'enquêteurs. Mais revenons à la participation des parents dans ce dossier-là. C'est sûr et certain que lorsque viendra le temps des procès, mon collègue Joël Goulet pourra vous faire part de la preuve qui sera présentée soit au procès de Lauder ou soit au procès de ses parents qui font face à des accusations de complicité après le fait. Sauf qu'on se rend compte d'une chose, que des fois, des parents dans la vie, pour aider un être qu'on aime, on est prêt à poser des gestes qui ont des conséquences extrêmement graves. Et je reviens qu'on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais on se rend compte d'une chose, que le père et la mère de Kurt Lauder ont posé des gestes qui, aujourd'hui, probablement regrettent, parce que lui, il est dans une chaise roulante au centre de détention de Montréal. Il a assisté via vidéoconférence et la mère était à l'intérieur de la salle 401. Mais encore une fois, je l'ai dit récemment, si votre fils, votre enfant est impliqué dans un crime majeur, l'enfant a des responsabilités face à ses parents, mais les parents aussi doivent faire comprendre à leur enfant qu'ils ne peuvent pas poser des gestes qui vont les amener à être accusés aux criminels. Ces deux parents-là, c'est des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Je parlais avec Maître Waxman qui les représente. Ils n'ont même pas de passeport. Donc, c'est sûr que lui va faire en son possible pour les sortir, moyennant des conditions. Il y a même des proches qui sont prêts à fournir des montants d'argent. Mais encore une fois, on peut aimer nos enfants, mais lorsque nos enfants font des gestes qui sont des gestes au niveau du code criminel, on doit surtout les conseiller de se rendre, mais jamais les aider parce que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Merci, Claude. Au revoir, Pierre. Encore une fois, le prix de l'essence atteint des niveaux records. Vous le voyez, 1,06 $ le litre d'essence régulier. Le baril de pétrole brut qui atteint aussi des records. On parle de 62,40 $
américain du côté New York. On joint là-dessus François Gagnon. François, jusqu'où ira cette hausse? Est-ce que ça va s'arrêter? Bien, ça dépend toujours des spéculateurs. Hein. Vous savez, par les temps qui courent, toutes sortes de raisons là, nous amènent à croire qu'il pourrait y avoir des hausses des cours du pétrole au cours des prochaines semaines. Mais attention, ici, les analystes nous disent que d'ici le mois de janvier, là, on pourrait peut-être avoir un certain retrait parce que ça commence à avoir un impact aussi sur l'économie. On a pu le voir sur les résultats d'Air Canada aujourd'hui qui ont été présentés. Très bons résultats financiers, mais ont été amputés de 36 % justement parce qu'il y a eu hausse du carburant. Bon, François, le prix du brut aussi qui augmente, pas nécessairement avec la même proportion que le prix que nous, on paie à la pompe, encore plus. Pourtant, les réserves américaines sont assez hautes. Alors, comment se fait-il que ça augmente comme ça? Bon, encore là, c'est une question de spéculation et de pouvoir de raffiner justement ce pétrole brut-là. Habituellement, l'essence va monter parce que le pétrole monte. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Mais là, c'est l'inverse qu'on est en train d'observer. L'essence monte énormément parce que la demande est extrêmement forte. Les raffineurs, bien, il y en a plusieurs qui commencent à avoir des problèmes, entre autres BP aux États-Unis. Et c'est ça qui entraîne le pétrole brut à la hausse. Là, c'est le contraire qu'on est en train d'observer. Mais il faut faire attention avant de lancer la première pierre aux compagnies pétrolières. Depuis le début de l'année, là, le pétrole brut a quand même grimpé de 46 %. Alors, il est passé de tout près de 42 $, se retrouve à 62 actuellement. Mais l'essence n'a pas suivi du tout. Normalement, si on avait suivi les mêmes proportions, on serait rendu à de l'essence à 1,20 $, 1,25 $, alors qu'on se retrouve à 1,06 $. Donc, 32 % d'augmentation. Il y a quand même un écart de presque 14 % entre l'augmentation du brut et l'augmentation d'essence qu'on a eue depuis le début de l'année. Bon, vous surveillez aussi ce qui se passe avec les grands constructeurs d'automobiles, les Américains. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une tendance à se dire, il faudrait faire comme dans les années 70, comme cette crise pétrolière qu'on a connue, revenir aux petits moteurs, aux petits moteurs à 4 cylindres, finalement? Bon, on s'est dit en début d'année qu'avec la forte augmentation de l'essence, que ça aurait un impact sur les vacanciers, ça aurait un impact sur toutes sortes de domaines. Les gens continuent de voyager, les avions sont pleins, malgré l'augmentation. Les gens continuent de voyager en automobile, malgré l'augmentation du prix de l'essence. Alors ça n'a pas freiné nécessairement le consommateur, mais effectivement, les grands constructeurs automobiles regardent plus loin que leur bout du nez, dans le sens où, là, il faudrait avoir des moteurs qui sont beaucoup plus performants, plus économiques. D'ailleurs, les compagnies aériennes le font. Alors, pourquoi les consommateurs, avec leur automobile, ne le feraient-ils pas? Les moteurs hybrides sont déjà arrivés depuis plus d'1 an. Ça va se perfectionner et certainement que les constructeurs automobiles vont trouver un moyen de permettre à leurs consommateurs d'économiser davantage sur les coûts d'énergie. Merci, François. Merci, au revoir. 1,06 $ le litre. Je joins Claire Roy du Club automobile. Bonne fin de journée, Mme Roy. Bonne fin de journée. D'abord, est-ce que les consommateurs vont abdiquer finalement, vont se dire, ben c'est le prix qu'il faut payer, on n'a pas le choix? Bien, écoutez, c'est toujours un peu frustrant quand on voit surtout que le prix minimum, il est quand même en vigueur jusqu'à mardi prochain et que ce prix minimum, au moment où on se parle, on est à 8, l'écart entre le prix minimum et le prix affiché à la pompe est à 8,8 cents du litre. Et ça, c'est plus de 150 % de plus que l'écart moyen des 12 derniers mois. Les consommateurs vont-ils abdiquer? Peut-être pas parce qu'évidemment, c'est un marché captif. Peut-être qu'ils vont diminuer leur dépendance à l'essence en changeant, par exemple, leurs habitudes de conduite ou peut-être même là, pour opter pour un véhicule là, moins énergivore. Bon, c'est ce que je demandais justement un peu plus tôt à François Gagnon. Est-ce que, comme dans les années 70, on va revenir à... Les gens délaissaient leur 8 pour acheter un petit 4, comme on disait dans le temps. Est-ce que ça va revenir, selon vous, ça? Bien, écoutez, il faudra voir effectivement si la situation là, du prix élevé de l'essence là, se maintient, mais il est évident que de toute façon, quand on regarde la popularité grandissante des véhicules hybrides et aussi, finalement, le fait qu'ils deviennent de plus en plus abordables, il ne reste plus, finalement, au Québec à avoir des mesures fiscales comme on retrouve ailleurs au Canada et d'avoir, par exemple, là, des espèces de rabais qui soient accordés à ceux là, qui opteraient justement pour acheter un véhicule là, hybride. Parce que pourtant, sur nos routes, on voit encore de ces gros SUV, les camionnettes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de familles. Ça veut dire qu'en bout de ligne, les consommateurs devront couper quelque part dans leur budget, peut-être sur les déplacements aussi. Oui, effectivement, c'est quand on regarde sur une base annuelle, parce qu'on parlait là, on est en pleine période des vacances, on a fait un petit calcul. Vous savez que si votre véhicule, par exemple, consomme 10 litres au 100 km et que vous allez parcourir durant vos vacances 1000 km et avec un prix de l'essence, disons, à 1,06 $ au moment où on se parle, c'est comme 10 cents de plus que la normale, ça va faire une différence pour vos 1000 km de 10 $.
10 $ pour vos vacances, ce n'est rien. Mais ramener ce montant-là ou cette hausse-là sur une base annuelle, évidemment que là, à ce moment-là, c'est une toute autre histoire et il y a certainement des ménages qui auront beaucoup de calculs à faire. Bon, François Gagnon nous disait aussi plus tôt qu'il n'y avait pas d'incidence nécessairement sur le nombre de voyages en avion, sur la route. Est-ce que vous, avec vos triptyques au Club automobile, avec les préparations de voyage que vous faites, vous voyez une différence, une baisse? Non, c'est fort intéressant parce qu'en juin, et les données préliminaires, puisque le mois de juillet, les données ne sont pas encore toutes compilées, mais déjà, même en juillet, on avait une hausse des demandes des tracés routiers personnalisés, donc nos fameux triptyques. Et on parle aussi, là, dans ce cas-là, de distances beaucoup plus longues. On pense, par exemple, à Virginia Beach, on s'entend, c'est 15 heures de route. On pense aussi pour des voyages au Québec, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Alors, ce n'est pas la porte à côté, pour utiliser une expression bien québécoise. Alors, vraiment, pour voyager, on ne voit pas d'incidence. Il s'agira parce que de ça voir. fait partie du budget de vacances, mais dans la vraie vie, pour aller au travail, pour les déplacements de presque toutes les fins de semaine, c'est peut-être là que les gens vont réduire un peu leurs déplacements éventuellement. Effectivement, mais on verra peut-être aussi une différence à ce moment-là au niveau du mois d'août, puisqu'on voit de plus en plus aussi des gens qui prennent leurs vacances au mois d'août. Merci, Mme Roy. Merci à vous. Du smog ou c'est vraiment seulement l'humidité sur Montréal? C'est vraiment un mélange. Hein? Il y a du smog, on a de l'humidité et l'ennuagement est déjà commencé. On a ce creux qui s'en vient qui nous amène des orages et des averses au courant de la soirée. Donc, c'est vraiment entamé sur le sud-ouest. Ça va traverser tout le Québec et tout le Québec va y goûter avec des précipitations jusqu'à demain en fin de journée. Mais déjà, les précipitations vont cesser en matinée pour le sud-ouest, plus au centre, un petit peu plus tard en après-midi et vraiment en soirée plus à l'extrême-est. On a en ce moment des avertissements, des veilles d'orages violentes pour l'Outaouais, la Baie-James et l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, mais on a quand même des avertissements d'orage prévus pour la soirée pour la plupart des secteurs.